Monsieur le Président, chers collègues, je suis très honoré d'avoir été invité à ce symposium international parce que, enfin, comme je l'ai dit dans mon résumé, il faut qu'il y ait réellement un mariage entre les chirurgiens et les non-chirurgiens en matière de bariatrie. Je vais vous parler aujourd'hui des indications et des complications de la chirurgie bariatrique par cœlioscopie. On ne m'a pas confié une tâche facile parce que c'est un sujet extrêmement vaste. On a 30 minutes et j'espère qu'on terminera avant 30 minutes. C'est en effet un sujet qui tient à cœur tout le monde, les médecins, les chirurgiens. Il concerne plusieurs professionnels de la santé, pour ne pas dire tous les professionnels de la santé, en commençant par les chirurgiens, les endocrinologues, les diabétologues, les nutritionnistes, les diététiciens, les psychologues et les psychiatres, les gastro-entérologues, les généralistes, les anesthésistes réanimateurs, et on a écrit un peu plus petit parce qu'ils arrivent quand même en fin de parcours, c'est les radiologues, les orthopédistes, les gynécologues obstétriciens et les kinésithérapeutes. Les indications ont beaucoup changé. Elles ont beaucoup changé parce que viennent d'apparaître actuellement les indications de la Haute Autorité de Santé en France et très proche de la France, donc nous adhérons fortement à ces indications de la HAS. Il est clair qu'il faut qu'il y ait une décision collégiale, il faut qu'il y ait une décision qui résulte d'une concertation pluridisciplinaire. La chirurgie bariatrique, donc la chirurgie de l'obésité massive, s'applique à des IMC, donc à des indices de masse corporelle supérieurs à 40, ça tout le monde le sait, ou supérieurs à 35 avec un ou plusieurs facteurs de comorbidité. Les facteurs de comorbidité, vous les connaissez bien, ce sont l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil ou les autres troubles respiratoires sévères, dont le syndrome de Pickwick. Les désordres métaboliques, le diabète type 2, les hyperlipémies, et à ce titre, on commence à parler aujourd'hui, on y arrivera plus, on en discutera tout à l'heure avec nos collègues endocrinologues, non plus de chirurgie bariatrique, mais de chirurgie métabolique. Les maladies ostéo-articulaires invalidantes et la stéatose hépatique non alcoolique que vous connaissez sous le nom de NASH. Alors les indications de la HAS, bien sûr on parle toujours d'IMC supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec comorbidité, c'est après d'un échec d'un traitement médical, d'un traitement nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit, non plus pendant une période de 5 ans, mais pendant une période de 6 à 12 mois. En l'absence de perte de poids suffisante ou en l'absence de maintien de la perte d'excès de poids, il faut que les patients soient bien informés qu'ils aient bénéficié d'une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire et j'insiste. Les patients doivent avoir compris et accepté la nécessité d'un suivi médical et chirurgical à long terme, et en ce qui nous concerne à Casablanca, comme à Lyon ou à Paris, on fait signer aux malades un papier de consentement dans le suivi. Enfin, il faut que le risque opératoire soit acceptable, et l'âge se discute entre 18 et 60 ans. Actuellement, on parle de 15 ans à 60 ans, puisqu'on s'occupe aussi d'obésité des adolescents. J'ai apporté un petit nota bene qui est très important. Et je m'adresse beaucoup à mes collègues endocrinologues qui collaborent beaucoup avec nous. Une perte de poids avant la chirurgie n'est pas une contre-indication à la chirurgie bariatrique planifiée. Vous avez un patient qui vous a consulté pour un IMC à 40, qui respectait le profil d'une chirurgie bariatrique et qui, entre-temps, par une motivation X, a beaucoup maigri, ce patient fera du yo-yo si vous ne l'opérez pas, donc vous êtes en droit de l'opérer avec un IMC à 33. Enfin, des données préliminaires ont montré que la chirurgie bariatrique pourrait améliorer le diabète type 2 chez des sujets avec un IMC en 30 et 35. Néanmoins, pour l'instant, on ne peut le recommander. Parlons des contre-indications qui sont, elles aussi, les contre-indications revues par la Haute Autorité de Santé
Ce sont les troubles cognitifs ou mentaux sévères. Ce sont les troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire. Ce sont l'incapacité prévisible du patient à participer au suivi médical prolongé. Ce sont la dépendance à l'alcool ou aux autres substances psychoactives. Et c'est l'absence de prise en charge médicale préalable identifiée. Et vous déduisez parfaitement bien l'intérêt et la nécessité absolue des réseaux. Ce sont les maladies qui mettent en jeu le pronostic vital à court et moyen terme, et nous faisons allusion à certains cancers dont le pronostic est douteux. Par contre, les cancers guéris ne posent pas de problème. Enfin, certaines contre-indications qui sont de plus en plus rares, qui sont les contre-indications à l'anesthésie générale. Et j'insiste, je ne sais pas s'il y a des anesthésistes parmi nous, à une seule contre-indication qui est majeure et formelle, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Il faut qu'elle dépasse les 40 mm de mercure. Petite réserve, certaines contre-indications, et je fais allusion aux contre-indications psychologiques, peuvent être temporaires. On peut réévaluer les malades en système de concertation pluridisciplinaire et pouvoir les opérer plus tard. Enfin, un cas se pose, c'est le crânio-pharyngium. L'indication est exceptionnelle, elle peut être discutée avec les neurochirurgiens. Par contre, le Prader-Willi, quand ils sont bien gérés par certains endocrinologues, on arrive à leur proposer un certain type de chirurgie bariatrique. Vous savez mieux que moi que les Prader-Willi n'ont pas de satiété, et là il faut leur proposer une technique agressive. Je fais allusion au duodenal switch, au gastric bypass. Quelles sont ces techniques chirurgicales? J'ai essayé d'être tout à fait simple parce que je m'adresse aux intellectuels de la médecine, donc les endocrinologues, les diabétologues. Donc je vais vous donner quelques schémas simples pour que vous compreniez. La première chose et le premier message que je voudrais vous faire passer, c'est que la chirurgie, elle est simple, elle est laparoscopique, elle est mini-invasive, elle n'est pas agressive. On a 3 types d'interventions en chirurgie de l'obésité, en chirurgie bariatrique. Nous avons des interventions qui vont être des interventions de restriction, donc qui vont rassasier parce que l'estomac est devenu très petit. Je parle du banding, donc de l'anneau gastrique, ou actuellement, ce qui est en vogue, la sleeve gastrectomie ou gastrectomie en manchon. Les techniques malabsorptives qui sont celles de M. Nicolas Scopinaro, cet Italien célèbre qui est toujours en vie, ou du duodenal switch qui a été développé par l'équipe de M. Gagné et M. Pompe au New York Hospital. Enfin, les techniques mixtes qui deviennent de plus en plus fréquentes actuellement en Europe et qui commencent à l'être au Maroc, qui sont le gastric bypass. Pour parler des techniques restrictives et d'abord du gastric banding, il s'agit donc d'un pneu, d'un anneau siliconé qui est relié à un boîtier, qui est mis au niveau du cardia, qui n'est pas mis au niveau de l'œsophage, mais qui n'est pas mis très bas dans l'estomac. Donc au niveau du cardia, cet anneau est modulable puisqu'il est relié à un boîtier qu'on peut serrer ou desserrer en injectant du sérum. Et cette insufflation de sérum dans le boîtier permet donc de resserrer plus l'estomac qui devient un estomac ensablier. Le cerclage se fait sous une petite poche gastrique qui doit être petite, très important pour ne pas qu'il y ait de glissement, qui varie entre 10 et 15 millilitres. Alors les indications actuelles du banding, ce sont des indications actuelles qui sont basées sur des facteurs prédictifs de succès. Ces facteurs prédictifs de succès ont été établis par le professeur Chevalier à l'hôpital Georges Pompidou. Là, j'ai compris, et c'est clair aujourd'hui, entre 15 et 40 ans. L'IMC est compris entre 35 et 48, donc sujet jeune, IMC en 35 et 48, dont l'activité physique est ancrée dans l'esprit, changement obligatoire des habitudes alimentaires, il faut s'adresser à des non-sweet-eaters. Les mangeurs de glace ou qui n'arrivent pas à changer ce comportement, il ne faut pas leur proposer d'anneau. Et il ne faut pas proposer d'anneau aux grignoteurs. À moins que le patient soit très jeune et qu'on ait peur de lui proposer une intervention plus agressive,
il faudra le confier au psychologue, au psychonutritionniste, pour essayer de lui faire changer son comportement alimentaire. Enfin, les facteurs prédictifs de succès, et là j'insiste, c'est les patients doivent toujours être confiés à des équipes qui ont un gros volume d'activité chirurgicale, donc une grosse expérience. La chirurgie bariatrique, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle soit confiée à des chirurgiens expérimentés en chirurgie cœlioscopique et en chirurgie bariatrique. Quelles sont les complications après anneau? Il ne faut surtout pas décrire la chirurgie cœlioscopique comme une chirurgie, c'est vrai qu'elle se fait en ambulatoire actuellement dans des centres européens et américains, mais il ne faut vraiment pas la décrire comme quelque chose de très 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 simple. Il faut informer les patients qu'il y a des risques qui sont liés d'abord à l'anesthésie générale, comme toute opération chez l'obèse, c'est la phlébite, l'embolie pulmonaire, les complications respiratoires. Alors les complications loco-régionales, ce sont dans l'ordre décroissant les douleurs scapulaires. Pourquoi les douleurs scapulaires? Parce que ce sont des malades qu'on gonfle par du gaz carbonique pour avoir un espace opératoire, et ce sont des malades, en tout cas pour ma part, à qui on fait un point entre l'estomac et le diaphragme, donc qui peuvent avoir des douleurs au niveau de l'épaule pendant 4 à 5 jours. Il y a des problèmes de boîtier et de tubulure. Le boîtier peut se retourner. Aujourd'hui, grâce à un anneau français d'hélioscopie, je m'excuse de donner la marque, ils ont créé un boîtier qui ne se retourne plus parce qu'on peut le piquer de tous les côtés. Il peut y avoir des problèmes de tubulure. Quand les malades maigrissent beaucoup, le boîtier peut frotter contre les côtes et se sectionner de la tubulure. Mais bon, c'est des complications qu'on gère parfaitement bien puisqu'on a des raccords et c'est de la plomberie qu'on arrive à gérer. Le glissement, par contre, est une complication qu'on arrive à voir jusqu'à 9% des cas. Ce sont une complication qu'on observe chez les malades qui ne sont pas suivis par les nutritionnistes parce qu'ils vont dépasser leur sentiment de satiété, qui vont manger avec leur cerveau et qui vont donc remplir leur poche au-dessus du sablier jusqu'à faire vomir et jusqu'à faire glisser l'anneau. Ça se traite très bien aussi puisqu'on peut repositionner l'anneau. La dilatation de poche, c'est une complication qui est juste avant le glissement. C'est encore les gens qui mangent avec leur cerveau et qui ne respectent pas les règles du nutritionniste ou de l'endocrinologue. La migration intragastrique, c'est une complication qu'on voit à peu près dans les 2% des cas. C'est l'anneau qui, au bout de 3-4 ans, va pénétrer, comme tout corps étranger qui n'est pas accepté par le tube digestif, va pénétrer l'intérieur de la muqueuse gastrique. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix que d'enlever l'anneau. On peut l'enlever par fibroscopie ou par cœlioscopie. Mais en tout cas, toutes ces complications sont parfaitement bien traitables à condition qu'elles soient prises en charge par un chirurgien bariatrique. Et heureusement, aujourd'hui dans le monde, donc on est un ensemble de collègues experts dans cette chirurgie. Même quand les malades voyagent beaucoup, on arrive toujours à gérer les complications. Il y a enfin des patients qui ont une intolérance alimentaire, qui n'ont pas bien adapté leur cerveau à leur petit estomac et qui vont, le premier mois, vous dire qu'ils vomissent beaucoup. Alors dans ce cas-là, on peut leur desserrer parce qu'on a tendance à serrer un petit peu l'anneau au départ à plus 3 ml, en sachant que la dose maximale de serrage avec les anneaux de basse pression est de 9 ml. On arrive à les desserrer et il y en a parfois qui ne supportent pas du tout cet anneau. On est obligé de l'enlever. On a aussi des cas d'infection d'anneaux. Les infections d'anneaux en général sont iatrogènes. C'est au bloc opératoire que ça se passe. Et malheureusement, un faux geste peut entraîner une infection du boîtier qui va ascensionner vers l'anneau. Là encore, il faudra enlever l'anneau. Une complication qu'on voit de moins en moins avec l'expérience, c'est la perforation de l'estomac, parce qu'il faut savoir que pour mettre l'anneau autour de l'estomac, il faut passer derrière l'estomac, et ce passage derrière l'estomac par laparoscopie est le temps le plus difficile de la technique chirurgicale. Donc si on n'a pas assez d'expérience, si on n'est pas assez habile, on peut faire un trou qu'on ne voit pas, et ça peut être très dangereux. Enfin, je l'ai mis dans les complications loco-régionales, c'est qu'il faut savoir que 10% des malades qui ont eu un anneau dans leur vie peuvent subir une réintervention, soit une ouverture de l'anneau parce que l'anneau a glissé, donc il faut laisser l'estomac reprendre sa forme, soit une ablation de l'anneau pour passer 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard à une autre procédure de chirurgie bariatrique,
parce qu'il faut savoir que s'il y a plusieurs techniques en chirurgie bariatrique, c'est que nous n'avons pas encore trouvé la technique idéale à 100%. Deuxième technique, la technique de sleeve gastrectomie ou gastrectomie en manchon. C'est une technique qui consiste sous la paroscopie, donc toujours mini-invasif, par des agrafes mécaniques, à réséquer la moitié de l'estomac pratiquement, voire les 60%, entre l'antre gastrique et la jonction cardio-tubérositaire. L'estomac restant est un tout petit estomac en longueur, donc vous avez une grande restriction, et ce petit estomac restant est calibré par une sonde de 36 French. Ce qui est important dans cette technique qui est restrictive, c'est qu'elle résèque le fundus, donc elle entraîne, et c'est démontré, un effondrement d'une hormone de la satiété que nous connaissons de plus en plus aujourd'hui, qui s'appelle la gréline. Quelles sont ces indications? Alors, ces indications, vous avez des indications de première intention pour les super-obèses dans le cadre d'une chirurgie séquentielle, parce que les super-obèses avec des IMC supérieurs à 50-60, il est difficile de leur proposer d'emblée un bypass ou un duodénal switch. On leur propose dans un premier temps une sleeve gastrectomie, et ensuite, un an plus tard, quand ils ont perdu 30-35% de l'excès de poids, pour un malade qui a 200 kg, s'il a perdu 40 kg, il reste toujours obèse morbide. Donc à ce moment-là, vous passez à la deuxième étape, à une technique malabsorptive, et c'est beaucoup plus simple d'opérer pour nous, chirurgiens, et pour mes collègues anesthésistes, un malade de 130 kg qu'un malade de 220 kg. Vous avez d'autres malades qui refusent le corps étranger, parce qu'on leur explique qu'il y a quand même des complications avec un corps étranger. Et enfin, la première intention, toujours chez les non-mangeurs de sucre et chez les hyperphages. Les mangeurs de glace, les mangeurs de chocolat, ça ne marchera pas. Enfin, en deuxième intention, quand vous avez cerclé, quand vous avez bandé un malade et qui fait une complication telle qu'une migration, tel qu'un mégaœsophage, tel qu'un glissement, donc un slippage, ou qui a une insuffisance de perte de poids ou du maintien de la perte d'excès de poids, à ce moment-là, on leur propose à ces malades d'enlever l'anneau. Et nous, dans notre équipe, comme les équipes lyonnaises et les équipes parisiennes, on aime bien enlever l'anneau, reposer l'estomac et reprendre le malade 3 à 6 mois plus tard pour lui proposer une deuxième procédure bariatrique comme la sleeve gastrectomie. C'est plus facile, si vous voulez, pour nous chirurgiens. Quelles sont les complications de la sleeve gastrectomie? Alors ça, il faut quand même insister auprès des médecins qui discutent avec nous en concertation. Il faut expliquer aux malades que les complications ne sont pas nombreuses, mais quand elles existent, elles peuvent être graves. Si vous avez une désunion de la ligne d'agrafe, donc vous avez ce qu'on appelle une fistule, donc vous avez du liquide gastrique qui sort dans le ventre. C'est gérable, c'est parfaitement bien gérable, mais c'est une hospitalisation qui se transforme en une prévision de 3 jours, en une prévision de minimum 15 jours, avec alimentation parentérale et abstention d'aliments le temps que la fistule se tarisse. Il peut y avoir une sténose gastrique, parce que parfois, on veut tellement bien faire, nous les chirurgiens, qu'on aggrave beaucoup. Et on dépasse un petit peu la limite du volume de la sonde de 36 French. Donc ça se guérit très bien. À ce moment-là, il faut relier l'estomac à l'intestin pour voir que le bol alimentaire puisse passer dans l'intestin. Post-opératoire, donc ce sont les fistules gastriques. Alors quand c'est en péropératoire, la désunion ne pose pas de problème parce qu'on met des points, on ferme la désunion. Mais quand elle apparaît au 3e, 4e jour, parce qu'on ne fait jamais sortir le malade sans avoir fait une radio en milieu hospitalier, on leur fait faire un transit à la gastrographine. Et en général, on sait tout de suite s'il y a une fistule ou pas. Donc la sténose au niveau de l'angulus se traite par intervention. Il peut y avoir un hématome sur la rangée d'agrafes. En général, c'est wait and see, on ne réopère pas. Et enfin, il peut y avoir un reflux gastrique parce que quand on rétrécit plus le bas que le haut, donc il peut y avoir un reflux gastro-œsophagien, mais qui guérissent très très bien sous inhibiteur de la pompe à protons pendant des durées qui vont de 3 à 6 mois. Ensuite, je passe aux techniques chirurgicales de malabsorption. Alors c'est peut-être un peu compliqué, j'ai essayé de faire des schémas un peu simples. Ces deux interventions se font au corps, se font même beaucoup pour la deuxième aux États-Unis.
Donc vous avez l'intervention de Scopinaro qui consiste à faire une gastrectomie distale, comme si on voulait opérer un cancer de l'estomac. Ensuite, on mesure 2,50 m d'intestin à partir de l'appendice, on coupe à ce niveau-là, et on relie l'intestin à l'estomac restant. Et vous imaginez que vous avez une anse qui est alimentaire, donc entre l'estomac et le cécum, qui est courte, et une anse biliopancréatique qui est très longue. C'est là où se fait la malabsorption, pour que les sucs biliaires arrivent, il y a beaucoup de temps qui se passe. Donc, et toutes les vitamines, vous imaginez, comme les vitamines A ou comme le fer, qui sont absorbées au début du jéjunum, là, il y a un problème d'absorption. Une intervention qui a été un peu améliorée que le Scopinaro, c'est l'intervention de Marceau et S, qu'on appelle aujourd'hui le duodenal switch, et qui est fréquemment utilisé chez les super obèses aux États-Unis, qui commence à être faite en France. Elle consiste à faire une sleeve gastrectomie, et c'est là l'intérêt de l'intervention séquentielle, donc résection longitudinale de l'estomac. Au lieu d'avoir une anse commune de 50 cm, c'est-à-dire dans l'anastomose iléale, c'est une anse commune de 100 cm, c'est cette anse qui va absorber, c'est là où il va y avoir absorption, c'est à 100 cm du cécum, et il y a une anastomose entre le duodénum et l'iléon, et donc ça diminue un peu les effets délétères de toutes les malabsorptions qu'on a pu avoir avec le Scopinaro. Mais il m'est arrivé dans ma petite expérience de devoir faire des Scopinaro chez des sujets qui ont été opérés plusieurs fois du hiatus, pour des hernies hiatales ou pour des mégaœsophages. C'est des malades que vous ne pouvez pas aborder au niveau de l'œsophage par célioscopie, donc on est obligé de s'éloigner de sa région et de faire donc un Scopinaro. Les indications, certainement, c'est les super obèses, c'est supérieur à 50, supérieur à 60, et bien sûr, c'est les échecs des autres interventions bariatriques. Et nous avons des échecs. Les complications sont toutes liées à la chirurgie, comme toutes les chirurgies bariatriques, l'embolie pulmonaire, les désunions d'agrafes, parce qu'en célioscopie, on utilise des agrafes. Il peut y avoir des saignements sur les lignes d'agrafes. Et enfin, les grandes complications, ce sont les complications que vous connaissez mieux que moi et que vous voyez plus souvent que moi. Ce sont les complications liées à la malabsorption, les hypovitaminoses A, D, B, K. On a vu des syndromes de Gaillet-Wernicke. Dans les bypass, on en parlera tout à l'heure, on aura des anémies de Birmer et les déficits en vitamine K. Et j'appelle mes collègues cardiologues à faire très attention au dosage du Syntron chez leurs malades qui sont sous Syntron. Enfin, les hypocalcémies, les anémies, puisque le fer est absorbé dans les débuts du jéjunum, et les carences protidiques. Alors, les techniques mixtes, pourquoi je les appelle mixtes? Parce qu'elles font appel à une restriction. Donc, vous avez un petit estomac dans le gastric bypass et une petite malabsorption qui, avec le temps, disparaît. Parce que, bon, on a une malabsorption de 1,50 m. Alors, on fait en fait une petite poche gastrique, on agrafe l'estomac, on fait une section de l'estomac à 6 cm du cardia. On crée une petite poche qui mesure à peu près 30 cc. On va sectionner le jéjunum en aval de l'angle de traite. Si on va mesurer 1,50 m, on va le relier à l'estomac. Et donc, vous allez avoir 1,50 m qui va être l'anse, si vous voulez, alimentaire. Et c'est au bout d'1,50 m que la bile va arriver, les sucs pancréatiques, pour pouvoir permettre la digestion. Alors là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de facteur intrinsèque, donc il y a un manque de vitamine 12. Et vous allez comprendre qu'il y a aussi des phénomènes de malabsorption, mais avec le temps, dans le gastric bypass, parce qu'on a fait des études avec les équipes belges, qu'avec le temps, même le bypass, au bout de 10 ans, il y avait une reprise de poids, justement parce que cette anse commençait, si vous voulez, à devenir un peu plus petite. Aujourd'hui, le gastric bypass, c'est le gold standard, c'est le plus efficace à long terme, et avec peu de contraintes alimentaires. Je fais allusion, bien sûr, aux sweet eaters, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous mangez des sucres, vous êtes très vite puni, vous faites un dumping syndrome, et vous le connaissez mieux que moi, vous avez tout de suite une bradycardie, vous avez des sueurs froides, vous ne vous sentez pas bien du tout, et quand ça vous arrive une ou deux fois, j'ai eu quelques malades qui m'ont appelé en plein dumping syndrome, je peux vous dire que c'est très très désagréable, on a l'impression de mourir. Les obèses diabétiques, et là, mes collègues diabétologues, endocrinologues connaissent beaucoup mieux que moi la physiopathologie, mais je m'y suis franchement intéressé avec toutes les incrétines, toutes ces hormones qui sont la diponectine, la leptine. On sait très très bien que le gastric bypass joue un grand rôle par son rôle
j'allais dire, hormonale sur l'insulinorésistance. Les hernies hiatales non réductibles, vous n'allez pas faire une sleeve gastrectomie ou un anneau sur une hernie hiatale, donc vous allez aggraver l'hernie hiatale. Enfin, les troubles du comportement alimentaire, les binge eating, et les absences de satiété, le Prader-Willi, et aussi, bien sûr, tous les échecs des procédures restrictives, parce que vous avez des patients qui marchent très bien pendant 5-6 ans, qui sont suivis par l'endocrinologue, qui vont arrêter de le voir, qui vont arrêter de voir leur nutritionniste, et qui vont regrossir, parce qu'il y a des façons, excusez-moi le terme, de dribbler son anneau. Alors, vous avez des anneaux très serrés, et par instinct de survie, les malades vont manger que des liquides sucrés, que des jus, que des glaces, que des crêpes Nutella. Les complications du gastric bypass. Toujours la même chose, les complications thromboemboliques, elles existent, croyez-moi. On fait marcher nos malades le jour même, on les opère le matin, on les fait marcher l'après-midi parce qu'on est hanté par une embolie pulmonaire. Ça peut être parfois très 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 dangereux, voire mortel. Alors les locaux régionaux, ce sont les fistules, donc les lâchages d'agrafes, les hémorragies. Alors dans les gastric bypass, on observe 1 an, 2 ans après des occlusions, comme toute opération. Vous avez entendu parler des occlusions intestinales après un appendicite, il n'y a pas de raison qu'on ne les voit pas après gastric bypass. Et les ulcères anastomotiques, ce sont des ulcères entre l'estomac qu'on a relié à l'intestin. Les complications, ce sont les lithiases biliaires. Les lithiases biliaires, beaucoup de nos malades font des calculs dans la vésicule biliaire après gastric bypass parce qu'ils ont beaucoup maigri et parce qu'il y a un changement du métabolisme de la fabrication des sels biliaires. C'est pourquoi aujourd'hui, quand la vésicule biliaire est simple à enlever, on l'enlève systématiquement pendant le gastric bypass. Les problèmes nutritionnels, ce qui nous amène à des compléments vitaminiques du gastric bypass, c'est le fer, c'est la vitamine B12, donc les malades sont astreints à faire une injection de vitamine B12 régulièrement, c'est les carences en folate, les carences en calcium, et bien sûr le dumping syndrome. Et le dumping syndrome, c'est la seule complication qui nous arrange, parce que le malade, quand il l'a vécu 1 ou 2 fois, il ne mange plus de sucre, en tout cas il a peur, il arrête de manger du sucre. Alors les résultats, bon, je n'ai pas la prétention de vous donner une panoplie de résultats, mais j'ai essayé de faire un petit résumé. Je peux être critiqué, bien sûr, sur ces résultats, mais j'ai essayé de donner les résultats que les maîtres de cette chirurgie nous exposent régulièrement. Pour le banding, on va dire 40% de perte de poids 12 mois avec stabilisation sur 10 ans. Excellent résultat sur les BMI entre 40 et 50 si l'âge est inférieur à 40 ans et s'il n'y a pas de sweet eating. La qualité de vie, malheureusement, est perturbée par les complications mécaniques ou les vomissements. Et cette qualité de vie peut être nettement améliorée si les malades ont compris que le banding n'est pas une intervention miracle, que c'est un moyen, comme le sport, comme l'activité physique, d'entretenir sa perte d'excès de poids. La sleeve gastrectomie, on n'a pas beaucoup de recul parce qu'on la pratique depuis 3 ans à peine. On vient de la fixer dans le consensus dernièrement aux États-Unis l'année dernière. Il y a quand même 50 à 65% de perte de surpoids 12 mois. Qualité de vie meilleure parce qu'il n'y a pas de corps étranger. Elle est adaptée à tous les IMC en termes de restrictions, c'est-à-dire pas de sweet eating. Et activité physique obligatoire. Le gastric bypass, 60% de perte de poids 12 mois avec durabilité dans le temps. Qualité de vie excellente, problème de supplémentation vitaminique, non remboursé en France, cher au Maroc. Adapté aux IMC supérieurs à 50, âge supérieur à 40 ans et même chez les sweet eaters. Adapté au syndrome métabolique, au diabète type 2 et aux échecs des procédures restrictives. C'est une bonne suppléance pour les complications des anneaux, notamment les migrations ou les mégaœsophages. Le duodenal switch, j'en ai pas l'expérience du tout, je n'ai pas encore commencé à faire du duodenal switch. Perte de poids de plus de 70% de surpoids avec maintien dans le temps. Qualité de vie très perturbée par les flatulences et la supplémentation vitaminique. Je peux vous dire que dans les services où ils font beaucoup de duodenal switch, vous rentrez dans le service et vous savez que c'est des duodenal switch parce que ça sent mauvais. Adapté aux super obèses ou aux échecs des autres procédures, et on commence à avoir des échecs même des gastric bypass. Conclusion. L'indication
est basée sur une concertation pluridisciplinaire, le réseau et uniquement le réseau. L'indication est basée sur un équilibre bénéfice-risque. Et je vais terminer en vous demandant de bien visualiser cette diapositive. Il faut une évaluation multidisciplinaire et grossièrement un banding ou une sleeve pour des IMC pas trop élevés, pour des hyperphages, pour des patients corticalisés, une intervention mixte comme le gastric bypass pour des IMC oui supérieurs à 40, pour les mangeurs de sucre, pour les compulsifs alimentaires, pour des gens qui ont plus de 40 ans, pour les diabétiques, oui pour les diabétiques, pour les échecs des procédures restrictives. Enfin, les techniques plus agressives qui sont les techniques de malabsorption stricte, les super-obèses et donc les échecs de gastric bypass. Je vous remercie. Merci, Dr Richard Habiton, pour cette conférence faite avec émotion et passion qui témoigne de l'expérience de l'orateur en ce domaine. Avant de passer à la communication suivante, qui est un peu complémentaire mais différente, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, il doit y en avoir. Et vous faites passer le micro, s'il vous plaît, pour les demandeurs de parole. Oui. Merci. Moi, je voudrais poser une petite question, à savoir quand on enlève l'estomac, comment va être l'abdomen du patient avec ce vide qui va se créer, avec le vide. Merci. Oui. Donc on enlève l'estomac comme on enlève un estomac à quelqu'un qui a un ulcère ou quelqu'un qui a un cancer d'estomac. Il y a une réadaptation extrêmement rapide et il n'y a pas de vide en fait. Il n'y a pas de vide. Les malades, j'ai beaucoup de malades à qui je m'intéresse, avec qui je discute beaucoup, donc il n'y a aucun vide. C'est comme si vous opérez un malade d'un ulcère. Ce que va sentir le patient, c'est que dès le lendemain, quand il va prendre sa verveine, il va sentir qu'il est très très vite rassasié. C'est comme si je vous demandais de prendre un méchoui, bien manger le méchoui, et après je vous dis de venir dîner avec moi dans un restaurant italien. Voilà. Là, vous m'aurez dit, je suis plein, je ne peux pas. Mais c'est la sensation des malades qu'on opère tous les jours, ils sont très vite pleins. Une question qui est en rapport avec celle-là. Il fut un temps où on opérait beaucoup les ulcères de l'estomac et l'opération à l'époque c'était on enlevait les 2/3. Mais ensuite on se rendait compte que le tiers qui restait, il se retendait et puis l'estomac redevenait aussi grand qu'avant. Est-ce qu'il y a la même chose avec ce type d'intervention ? Je vous remercie de votre question. C'est une question de chirurgien que vous m'avez posée. C'est le gros problème donc, des gastric bypass, des sleeve gastrectomies. C'est que nous avons aujourd'hui donc, des patients après 5-6 ans de recul qui vont dilater leur poche, donc de gastric bypass, ou qui vont dilater leur poche longitudinale dans la sleeve gastrectomie. Alors pour ces malades, donc soit qu'on leur propose donc une re-sleeve, ce qu'on appelle une re-sleeve, ou une diminution encore de la poche, toujours par célioscopie. Comment ? Alors, je n'ai pas l'expérience des grands patrons parisiens, lyonnais ou américains, mais bon, j'ai quelques cas quand même. Le premier cas que j'ai eu, c'est 5 ans après. Pour un gastric bypass, pour une sleeve gastrectomie, le premier cas que j'ai eu, c'était 1 an après, parce que c'était ma première sleeve, donc j'avais peur de trop couper, donc j'ai refait une sleeve. Mais bon, disons que dans les expériences de Georges Pompidou, qui est un service de référence, ou de Bichat chez Marmuse, ou à l'hôpital Louis Mourier chez MSICA, je pense qu'ils commencent à avoir leurs complications après 7-8 ans. Voilà. Mais bon, ils ont un volume d'activité qui est d'abord un volume d'activité donc européen et un volume d'activité public. Moi, je suis installé en privé. Oui, j'ai une petite question, je vous passerai le micro. Je suis là. Ah, tu es là. En tout cas, merci pour ta belle présentation. Une question de Candide, je suis pharmacien industriel, mais là, je me pose la question sur le devenir ou la sollicitation de la paroi gastrique sur le plan
péristaltisme, est-ce que c'est un mécanisme sur lequel on compte encore après la distorsion et puis après résection éventuellement? En effet, c'est aussi la bonne question, c'est que nous avons des ulcères anastomotiques, donc après opération de gastric bypass ou de sleeve gastrectomie, nous avons des ulcères donc sur la liaison, donc l'anastomose, entre l'estomac et l'intestin. Donc ça, c'est une complication. Donc il peut y avoir un défaut de péristaltisme qui va donc amener à des reflux, à des régurgitations, parfois même à des reflux biliaires. Et donc c'est les complications qui sont connues. On arrive à les maîtriser par le sucralfate, par les IPP quand c'est acide. En fait, ce qui nous embête le plus, ce n'est pas les reflux acides. C'est quand on arrive à avoir des reflux biliaires, ça c'est très embêtant. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on en a beaucoup, mais ça existe, c'est des complications. En tout cas, dans les statistiques des grandes équipes, c'est des complications qui varient entre 2 et 4%. Merci. Moi, j'aurais une question à poser concernant le risque de survenue de cancer sur cicatrice de gastrectomie. Et comment vous gérez ce risque? Alors, le risque de cancer, il est le même au niveau de la poche gastrique des 30 cc, qui est reliée à l'estomac qu'une population normale. La question que vous aurez pu me poser, c'est que comment gérer l'estomac restant qu'on n'arrive plus à aborder? Parce qu'on peut toujours faire une fibroscopie et examiner donc la partie supérieure de l'estomac. Il n'y a pas de risque supplémentaire par rapport à une population normale. C'est comme si vous avez fait une gastrectomie des 4/5e pour un cancer ou pour un ulcère. Donc il n'y a pas de risque. Maintenant, le problème se pose, comment gérer l'estomac restant qu'on ne voit plus? Alors la réponse, elle est la suivante. Déjà, on n'ose pas faire de bypass avant 40 ans. Ça, c'est très important. Deuxièmement, on ne fait jamais de gastric bypass à quelqu'un qui a un Helicobacter pylori positif. Donc il faut lui faire une endoscopie. Il faut avoir stérilisé l'Helicobacter pylori avant de lui faire un gastric bypass. Et même comme ça, quand vous avez des douleurs épigastriques qui surviennent au décours d'un gastric bypass, nous arrivons à explorer l'estomac restant par les nouveaux scanners, qui sont donc des scanners performants. Nous arrivons à les explorer par des bons échographistes. Nous arrivons complètement à explorer cet estomac. Et quand on a le moindre doute, nous faisons ce qu'on appelle une endoscopie percutanée. C'est-à-dire que nous transperçons le ventre et nous rentrons dans l'endoscope dans l'estomac restant. Voilà. Comment ? Les sutures. Les sutures, non. Les sutures, je ne parle pas de la muqueuse normale. Le risque, c'est l'ulcère anastomotique, justement. C'est qu'il peut y avoir un ulcère qui se crée au niveau de la suture entre l'estomac et l'intestin. C'est aussi 2 à 4%. On le traite très très bien par les IPP. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans le gastric bypass, vous enlevez aussi la gréline. Donc, il n'y a plus de satiété. C'est pour ça qu'on l'indique dans les Prader-Willi.